C'est là-dessus que je retrouve notre panel de journalistes, Joël Denis, Althia et Catherine. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Donc, le Bloc québécois revient à la charge pour que le gouvernement Trudeau dévoile la liste des contrats entourant le chemin Roxham. Il y en aurait eu de gré à gré à des donateurs libéraux. Alors qu'on apprenait cette semaine que le chemin Roxham a entraîné des coûts d'1,5 milliard de dollars en fonds publics. Catherine, je commence avec vous. Jusqu'à quel point le gouvernement Trudeau est en train de se retrouver avec un problème sérieux avec le chemin Roxham? Ben en fait, je pense que ce qui fait mal au gouvernement Trudeau actuellement, c'est ce manque de transparence autour de ces contrats-là, parce que justement, ça implique un donateur libéral. Donc, vous voyez que, bon, déjà, les bloquistes et les conservateurs aussi associent ça au scandale des commandites. Ils voient de la corruption. Donc, ils espèrent vraiment avoir des réponses là en commission parlementaire. D'ailleurs, le donateur en question devrait être invité. Alors, oui, ça fait mal. C'est quelque chose qui est persistant, qui va revenir à tous les jours à la période des questions. Mais petit conseil à M. Trudeau, il faudrait peut-être qu'il réponde aux questions quand il se les fait poser, parce qu'il semblait un peu confus plus tôt aujourd'hui à la période des questions. Monsieur Blanchet qui lui a posé une question très claire, en fait, sur ses contrats, sur ce manque de transparence, et Monsieur Trudeau qui s'est mis à parler des seuils d'immigration. Donc, nous disons il s'est trompé de cassette aujourd'hui, Monsieur Trudeau. Nouvelle qui est tombée aujourd'hui, le réseau Global a publié un reportage selon lequel la chaîne YouTube du nouveau chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, aurait contenu des mots-clés misogynes pour en faire la promotion. Alors, Althia, qu'est-ce qu'il faut penser de cette affaire-là? Et depuis plusieurs années. Bien, ça rentre parfaitement dans le profil que les libéraux essaient de dresser de M. Poilievre. Ça l'a pris quelques jours à sortir, disons, comme nouvelle, par contre. Mais je pense que qu'est-ce qu'on peut en faire, c'est que c'est une histoire qui est assez compliquée. Celle-ci, elle est un petit peu compliquée, je dirais. Je sais pas si ma mère comprendrait exactement qu'est-ce qui se passe, mais c'est un angle que les conservateurs savent fait du mal à M. Poilievre, puis on nous vit aujourd'hui dans la période de questions vraiment comme, je dirais, un aperçu de peut-être la prochaine campagne électorale. C'était vraiment comme rendu très sale. M. Poilievre est revenu à la charge en parlant du blackface de Justin Trudeau et puis du traitement de Jody Wilson-Raybould. Alors, c'est pas un enjeu qui va partir. Puis, ça rentre un peu aussi dans l'appui que M. Poilievre avait donné au Freedom Convoy cet hiver, et puis des gens qui avaient supporté durant la campagne au leadership. Alors, est-ce que M. Poilievre est en train de faire des choses en cachette qu'il ne fait pas ouvertement? C'est la question que les libéraux voudraient qu'on se pose. Ouais, et entre-temps, comme vous dites, les couteaux volent bas. Parlons des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement au Canada. Le groupe de travail qui avait été mandaté par le gouvernement Trudeau au mois de janvier dernier a présenté finalement son rapport final aujourd'hui. Joël Denis, le constat est quand même brutal. Oui, très brutal. On sonne l'alarme, la sonnette d'alarme à cette heure de façon assez importante. Pourquoi? Parce que la chaîne d'approvisionnement du Canada en matière de transport a été mise à rude épreuve, à la fois par la pandémie, des désastres naturels, mais aussi par des événements géopolitiques comme la guerre en Ukraine, et que si on ne fait rien pour solidifier notre chaîne d'approvisionnement, ça pourrait avoir des impacts importants à long terme sur la fiabilité du Canada en tant que partenaire commercial. Et au moment où on se tourne vers des minéraux critiques, ça pourrait encore faire plus mal au Canada. Donc, un coup de barre à donner pour ce qui est aussi de s'attaquer à la pénurie de main-d'œuvre en matière de transport, la congestion aussi dans les ports à travers le pays. Il y a trop de conteneurs qui sont pas sortis parce qu'on n'arrive pas à reprendre le dessus à la suite de la pandémie. Donc, un gros coup de barre s'impose et ça doit être la priorité du ministre des Transports. M. Omar El-Gabra me confie qu'il allait en faire la priorité, déposer cette mesure au cours des prochains mois, notamment assurer la numérisation du système de transport, c'est-à-dire qu'un client pourra savoir à tout moment où se trouve sa marchandise pour justement veiller à ce qu'elle arrive à temps. Oui, parce que le Canada, comme d'autres pays, a affronté vraiment une tempête parfaite. Revenons sur le scandale à Hockey Canada. Évidemment, ça s'est poursuivi de plus belle cette semaine. Hockey Québec a pris ses distances, suivi par l'Association de l'Ontario. Les commanditaires se dissocient peu à peu de Hockey Canada aussi. Il y a une belle unanimité à la Chambre des communes. En fait, tout le monde est d'accord qu'il faut changer les têtes à la direction de Hockey Canada. Il faut changer la culture de cette organisation. Mais ce qui étonne vraiment beaucoup de monde, c'est comment ça se fait que le gouvernement fédéral ne peut pas en faire plus pour faire le ménage chez Hockey Canada. Catherine,
est-ce que le gouvernement pourrait justement en faire plus dans le dossier de Hockey Canada? Je pense qu'il en a déjà fait pas mal parce que, bon, le champ d'action du gouvernement fédéral, je vous dirais, dans ce dossier-là, est assez limité. Déjà, il y a quelques mois, on avait retiré le financement fédéral à Hockey Canada. Ça s'est passé au mois de juin. Puis là, on a vu les dirigeants de Hockey Canada en comité parlementaire. Ça a été un fiasco total. Et par la suite, bon, la ministre fédérale des Sports, Pascale Saint-Onge, et le premier ministre Justin Trudeau là, sont sortis, ils sortent à peu près à tous les jours justement pour dénoncer les dirigeants de Hockey Canada et ils ont un message très clair, ils disent il faut faire le ménage, mais rendu là, c'est aux associations locales finalement à prendre position, c'est aux commanditaires à prendre position et comme de fait, on voit depuis 2-3 jours là, finalement les réactions qui s'enchaînent, donc ça a eu son effet. Je pense que le gouvernement fédéral bon, la seule question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 4 ans? Est-ce qu'ils étaient au courant de ce scandale-là? Mais je vous dirais quand même, en termes de gestion de crise, dans les derniers mois, les dernières semaines, là, ils ont fait, je crois, ce qu'ils ont pu et on a vu les effets vraiment qui sont bien là. Donc, le gouvernement est allé jusqu'à ses limites qu'il pouvait faire dans ce dossier-là. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je vais revenir sur les élections au Québec. Évidemment, victoire écrasante de la CAQ. Le premier ministre François Legault a été élu, mais facilement pour un deuxième mandat fort. Monsieur Legault continue de plus belle de réclamer d'Ottawa tous les pouvoirs en immigration. Althia, est-ce que le premier ministre du Québec a maintenant un rapport de force suffisant pour faire pression sur le premier ministre Trudeau en matière d'immigration, vous pensez? Je dirais qu'il n'y a pas un rapport de force qui est plus élevé qu'il y avait avant les élections parce qu'il y avait quand même un gouvernement majoritaire. Ouais. Je pense aussi que les libéraux, ils ont vu avant la campagne fédérale de l'année dernière, quand M. Legault est sorti puis qu'il a demandé aux Québécois et aux Québécoises de voter pour le Parti conservateur, que ça change pas grand-chose. Puis on le voit depuis quelques mois maintenant et encore cette semaine que le gouvernement libéral à Ottawa semble être plus confortable à dire non. Non à M. Legault dans les questions d'immigration. On a vu avec le ministre de la Justice, le ministre Lemali, qui est sorti pour dire que si le projet de loi 96 venait devant la Cour suprême, le gouvernement fédéral interviendrait. Puis je pense qu'on va voir plus de non, disons, d'Ottawa que de oui. Ah. Suivre. Joël Denis, il nous reste quelques secondes parce que François Legault n'a pas vraiment critiqué ouvertement Justin Trudeau pendant la campagne électorale, mais on sait que les deux hommes, les deux premiers ministres peuvent avoir des relations, je dirais, qui ne sont pas toujours chaleureuses. Vous vous attendez à quoi comme relation Québec-Ottawa dans ce deuxième mandat de la CAQ? Plutôt froide. On va faire ce qu'on peut du côté d'Ottawa pour aider Québec s'il y a des projets économiques qui sont dans l'intérêt du Québec, mais M. Legault s'est mis à dos un joueur clé dans les relations fédérales-provinciales, c'est-à-dire le lieutenant politique de Justin Trudeau au Québec, Pablo Rodriguez, en tenant des propos inacceptables sur l'immigration. Et M. Rodriguez est un joueur important, là, donc il doit rétablir absolument les ponts avec Pablo Rodriguez avant de penser quelques succès que ce soit pour obtenir plus de pouvoir en immigration, par exemple, ou encore d'autres domaines où il voudrait que le fédéral lui cède certains pouvoirs. Parce que ça n'ira pas très loin sans l'accord de Pablo Rodriguez, qui a été très, très blessé par les propos de M. Legault. Mais M. Rodriguez s'est quand même dit ouvert au discours rassembleur de victoire de M. Legault quand même. Il faudra voir qu'est-ce que ça augure. Joël Denis, Althia et Catherine, je vous remercie beaucoup et à bientôt. Merci, au revoir. Bonsoir, Esther. Merci. Merci.